90% de la hausse du S&P 500 se fait seulement sur 10 jours. Courtier market maker gagne à peu près 5 fois plus qu'un courtier qui n'est pas market maker. Jeudi après-midi, il faut acheter l'or parce que ça monte le jeudi après-midi, le vendredi. Exactement. Et le CFD, c'est vraiment un très bon produit. Il faut faire juste attention avec qui on travaille pour faut qu'il y ait une régulation. Ouais. Dans la pratique, s'il n'y a plus rien dans aucune des caisses, tu as le régulateur qui va garantir une somme. Et cette garantie est différente selon le pays par lequel tu passes. Donc, le premier vrai intérêt du CFD action par rapport à l'action, c'est l'effet de levier. Il y a un gros conflit d'intérêt avec ton courtier parce que si toi tu achètes le CFD, celui qui t'a vendu, c'est ton broker. Du coup, si toi tu perds, ton broker il a gagné. Si tu gagnes, ton broker il a perdu. Donc tu as une espèce de conflit d'intérêt qui a plusieurs conséquences parce que le courtier en fait, in fine, lui, son intérêt, c'est que son client il perde. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Insiders. Je reçois aujourd'hui en compagnie de Macram, que vous connaissez maintenant, Raphaël Leblond qui travaille chez WH Self Invest, qui va se présenter. On a plusieurs sujets à traiter avec lui. Alors, il est déjà venu une fois dans notre émission. N'hésitez pas à regarder les précédentes émissions parce qu'on avait fait pas mal de choses. Il avait de très belles histoires avec des gens, par exemple, qui sont passés de 1 million à 130 millions d'euros, sachant qu'il travaille chez des vrais courtiers, hein, c'est pas des propres firmes ou quoi que ce soit. Et puis, derrière, les 130 millions sont partis en grande partie. Donc, c'était le moment de cette interview. Mais aujourd'hui, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus réglementaire, rigoureux, ou en tout cas un peu plus sérieux, parce qu'on nous a posé des questions sur les fonctionnements des courtiers. Et donc, Raphaël, je vais te laisser te présenter, puis présenter le courtier chez qui tu travailles. Et puis, on va essayer de voir un petit peu ensemble les différents produits qui existent, parce qu'on aime bien aussi chez les insiders parler un petit peu de la finance en général, et puis de rentrer un peu dans le fonctionnement des produits quand on a des professionnels comme toi qui viennent nous rendre visite. Ok. Bon, merci pour l'invitation, la deuxième invitation. Donc, je suis Raphaël Leblond, directeur France de WH Self Invest. Ça fait 2 ans que je travaille chez eux. Ça fait à peu près 12 ans que je travaille dans le secteur des brokers. J'ai fait 2 courtiers avant ça. Donc, Self Invest, c'est un courtier luxembourgeois, siège Luxembourg, qui a été créé en 98. Il y a bien longtemps de là. 98, c'est une très belle année pour le foot déjà. Ah oui. Voilà, c'est ça. Même en Luxembourg, ça les a pas intéressés. Qualifiés. Donc 98 et ça fait donc 27 ans maintenant cette année que ça existe. C'est un broker, on va dire, multi-produits, multi-marchés. On fait des futurs, des CFD, des options, du forex. Des actions des actions. Donc actions sur marché centralisé réglementé comme Euronext, c'est ça, mais aussi du CFD. Si tu veux trader des actions, tu peux le faire en CFD, en cash, en options. D'accord. On va parler d'ailleurs un petit peu de la différence entre actions et CFD parce que c'est des questions qu'on a régulièrement. Et souvent, on a soit des courtiers CFD, soit des courtiers actions. C'est pas une guerre entre les deux, et en fait, les CFD qui sont venus en novembre 2007 en France, puisque le monopole d'Euronext a été perdu en novembre 2007. J'étais là ce jour-là. Extraordinaire, à Euronext. On était invité par justement le premier courtier qui est arrivé en France sur ce sujet-là. Ils avaient déjà tout préparé. Depuis ce moment-là, en fait, il y a plein de produits parallèles à Euronext qui permettent d'acheter et de suivre les évolutions des actions. Donc, comment fonctionne un CFD par rapport à une action, par rapport à un indice? Est-ce que, par exemple, on a des dividendes? Je crois qu'on touche pas les dividendes des actions, mais pour toi, parce que vous avez tous les produits. Quelle est la différence et qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur... Entre une action cash et une action CFD, par exactement. exemple. Alors déjà, le CFD, c'est un produit dérivé. Donc, tu achètes le dérivé du sous-jacent, donc de l'action. Donc, en gros, quand tu vas trader ton CFD, ta transaction, elle ne va pas aller, par exemple, directement à Euronext. Elle va aller chez ton broker qui t'a pricé, qui t'a donné le flux sur cette action-là. Ça suit le prix. C'est exactement la même chose. En gros, c'est juste que tu n'es pas actionnaire, tu as juste un produit dérivé en ta possession.
Et quel intérêt d'avoir un CFD plutôt qu'une action cash? C'est que ça te confère en fait une certaine flexibilité en fait dans ton investissement. Le CFD, c'est plus du trading d'ailleurs qu'autre chose. Et donc, le premier vrai intérêt du CFD action par rapport à l'action, c'est l'effet de levier. Tu peux avoir un effet de levier, même si maintenant il est très réglementé, il va jusqu'à, je crois, 5 sur les actions. Sur Euronext. Ça va jusqu'à 30 sur les devises, mais 5 sur les actions, mais n'importe quelle action dans le monde. D'accord. Souvent, les courtiers actions d'avant, c'était des courtiers actions, par exemple, pour faire que des actions françaises ou européennes. Le CFD, l'intérêt, c'est que vu que c'est un produit dérivé, tu peux faire un produit dérivé de tout ce que tu veux. Okay. Tu peux faire des produits, des CFD sur des ETF. Tu peux faire des CFD sur des ETF, mais même des ETF qui n'existent pas. Tu peux créer un CFD sur un secteur. Si tu veux te faire un panier de 4 actions, les 4 meilleures actions françaises, par exemple, un broker pourrait créer un CFD. Donc ça, vous créez ce CFD ou on vous apporte la liquidité pour ce créer? Quelle est la différence entre les brokers CFD? Parce qu'il y a quand même des... Oui, il y a une différence. En fait, pour avoir un CFD, il faut quelqu'un pour le créer, un market maker. D'accord. Okay. Donc, c'est le market maker qui va te créer le produit et qui va te donner le prix. Parce que toi, si tu es broker, tu dis, voilà, je voudrais pouvoir proposer le CAC 40 ou l'action Tesla ou un panier de 2 actions. Il faut que tu trouves en fait une institution financière pour te donner le prix. Donc, généralement, il faut quand même un sous-jacent, mais parfois, tu as des banques un peu peut-être audacieuses qui peuvent te créer des choses qui n'existent pas ailleurs, qui trouvent ça intéressant d'un point de vue financier et qui vont prendre le risque d'envoyer du flux parce qu'après, c'est à elles de gérer ensuite la contrepartie en fait, des ordres que tes clients vont envoyer. D'accord. Tu vois? Donc, en gros, le CFD va être créé par le market maker et après, le courtier, eh bien, il va travailler avec ce market maker pour te proposer ce CFD. Très souvent, le courtier, c'est le market maker. D'accord. Okay. Nous, ce n'est pas notre cas chez Self-Invest, mais je pense que 9 courtiers sur 10, courtiers CFD, sont des market makers. En fait, c'est eux qui pricent vraiment le prix, c'est eux qui créent le produit et c'est eux surtout qui vont jouer le rôle de contrepartie de l'ordre du client. Et c'est en ça qu'il y a plein de choses qui se disent sur Internet, dont la plupart est vraie. C'est qu'il y a un gros conflit d'intérêts avec ton courtier parce que si toi, tu achètes le CFD, celui qui t'a vendu, c'est ton broker. Du coup, si toi, tu perds, ton broker, il a gagné. Si tu gagnes, ton broker, il a perdu. Donc, tu as une espèce de conflit d'intérêts qui a plusieurs conséquences parce que le courtier, en fait, in fine, lui, son intérêt, c'est que son client, il perde. Donc, il va lui proposer des CFD dans lesquels il va dire « Bon, tiens, achète-vend, mais surtout, perds, parce que moi, je vais gagner là-dessus. » Bon, voilà. Et ça, tu as beaucoup, voire vraiment une grande majorité des courtiers CFD qui sont market makers et une toute petite partie comme Self-Invest qui n'est pas market maker. Donc, nous, on a un rôle de pur intermédiaire. Plutôt neutre. On trouve un fournisseur. Nous, on travaille avec un seul fournisseur qui s'appelle StoneX, qui est aux États-Unis. C'est un des plus gros market makers, je pense, au monde. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille pour proposer toute notre gamme de CFD. On doit avoir plus de 10 000 CFD, actions, devises, indices, matières premières, ETF, etc. D'accord. Donc, effectivement, ça permet avec un seul compte aussi de traiter plein de produits différents. C'est le gros avantage des CFD. Ouais. CFD, c'est vraiment un très bon produit. Il faut faire juste attention avec qui on travaille pour faut qu'il y ait une régulation. Déjà, il faut que tu aies un broker qui soit régulé, première chose, mais ça ne te garantit rien pour l'exécution de ton ordre. Il faut surtout trouver un courtier qui ne soit pas market maker. Mais ça, c'est difficile d'en trouver. Il y en a peu. Et tu vas me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? Eh bien, la réponse, c'est parce qu'un courtier market maker gagne à peu près 5 fois plus qu'un courtier qui n'est pas market maker. D'accord. Donc, si demain, toi, tu ouvres un broker CFD, tu vas avoir le choix entre la licence market maker et la licence, on va dire, qui n'est pas market maker. Tu vas regarder les modèles économiques, tu vas dire, OK, quel intérêt de ne pas faire market maker si j'ai envie de faire en sorte que mon entreprise elle ait du succès. Il y a 27 ans, quand Self-Invest a été créé par Wouter Varmos et Pascal Hirtz, ils ont demandé la licence pour ne pas être market maker. Voilà. Donc, ils n'ont pas du tout la possibilité de coter un produit, de gérer la contrepartie des ordres, pur intermédiaire. Je pense que c'était... par souci de simplicité, aussi d'éthique.
Et puis, c'est une vision plus long-termiste parce que les market makers, les courtiers market makers, ils prennent des risques sur les marchés. Ouais. J'en suis la preuve parce que j'ai travaillé pour un courtier qui a failli faire faillite à cause du fait qu'il était market maker et contrepartie des ordres de ses clients quand un jour, le marché il s'est renversé. La crise du franc suisse. Voilà. Je me souviens. Ouais, tout à fait. Ça, et du coup, en fait, ce courtier, il doit aller sur le marché pour se couvrir. Enfin, il peut. Il n'est pas obligé, mais... Ouais, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Par exemple, toi, tu achètes l'action ou alors tu achètes du S&P, CFD. Toi, tu vends le S&P CFD. Du coup, moi, j'ai deux positions qui s'annulent, donc je fais rien. Par contre, tous les deux, ce qui arrive souvent, c'est que tous les deux, vous achetez le S&P. Moi, je vois 2 ordres à l'achat, je vous exécute. Du coup, moi, je suis vendeur de 2 contrats. Bon, je croise les doigts pour que ça baisse. Vraiment, le courtier, il fait ça. Il se dit, bon, il ne va pas se dire, est-ce que le marché va baisser ou va augmenter? Il va se dire, bon, alors lui, généralement, il gagne ou il perd? Lui, est-ce qu'il gagne ou il perd? Puis on va dire, bon, lui, il gagne tout le temps et puis lui, il perd tout le temps. Celui qui gagne tout le temps, je vais aller automatiquement me couvrir sur le marché. Donc, dès qu'il m'achète, je lui vends et j'achète en même temps. Tout se fait automatiquement. Et toi, quoi que tu fasses, je ne fais rien. Je laisse ton comportement se faire comme d'habitude. Et c'est ce que fait le broker. Il a des algos qui va étudier le comportement de chaque trader. C'est sympa de m'avoir pris comme exemple pour le perdant. Je te remercie. Mais parce que CFD, c'est vrai que moi je les connais depuis longtemps aussi et moi je m'en sers aussi, mais je m'en sers parce que c'est pratique d'avoir un compte sur lequel tu vas faire de l'or, du gaz, du pétrole, des actions américaines, des actions françaises, de la volatilité. C'est vrai que tu peux faire plein de choses et j'ai découvert qu'on pouvait il n'y a pas très longtemps faire des ETF, des ETF avec levier. Donc c'est vrai qu'il y a plein de possibilités possibles, mais effectivement quand on regarde la régulation, donc il faut aller sur le site de Regafi, REGAFI. Oui. Hein, ce site, c'est le certificateur de tous les courtiers en France. Alors, ça ne veut pas dire que s'ils ne sont pas sur Regafi, ils ne sont pas régulés, mais ceux qui sont sur Regafi, vous êtes tranquille en général. Oui. Voilà. Le Regafi, c'est le site de la Banque de France. Et donc, quand tu as un broker en Slovaquie, à Chypre, où tu veux, et que tu veux faire du business en France, tu dois demander l'autorisation à la France, donc à la Banque de France et à l'AMF. Et donc, cette demande, c'est une autorisation, c'est un passeport en fait que tu demandes à toutes les régulations dans lesquelles tu veux travailler. Et donc, lorsque la France t'a dit « Ok, c'est bon, tu peux venir démarcher les particuliers français », on te donne un numéro de licence. Et donc, quand tu tapes dans la barre de recherche Regafi, tu tapes le nom du courtier, tu as le numéro du courtier, exactement ce qu'il fait, s'il est market maker, pas market maker, quel est son statut en France. Par exemple, nous, quand tu tapes WHL Finvest, tu verras qu'on est une succursale, par exemple. On a une vraie succursale en France. Tu tapes, FXCM qui est à Chypre. Eux, ils n'ont pas de succursale, c'est juste un passeport qu'ils ont, donc ils ne sont pas en France, mais ils sont autorisés à démarcher les clients français, donc ils sont réglementés et autorisés par les régulations françaises. Est-ce que ça t'apporte une garantie, Regafi? Ou c'est juste la garantie que c'est une vraie société qui a demandé un passeport? Ou est-ce que tu as une garantie en plus? Parce que normalement, les comptes sont ségrégés, ça veut dire que ton compte t'appartient et que le courtier n'a pas le droit de venir dessus. Si jamais le courtier est en faillite ou dans ses fonds propres à lui, il lui manque de l'argent, il n'a pas le droit de venir le prendre chez toi. Donc, s'il fait faillite, ton compte existe toujours. Oui, alors ça va te garantir que ton courtier il est régulé en Europe. Ok. Ça va te garantir qu'il est aussi réglementé en France. Et donc, si tu as un litige, tu vas pouvoir faire appel aux autorités financières françaises pour déjà te gérer ton litige. Si tu as un problème d'exécution ou que tu as perdu, tu n'aurais pas dû perdre, il y a plein d'exemples possibles. Eh bien déjà, tu vas pouvoir passer d'abord par ton régulateur français pour gérer, ils vont jouer le rôle de médiateur. Si en plus le courtier a une succursale en France, c'est encore plus simple parce que là, le régulateur, il a un vrai moyen de pression en fait avec le courtier parce qu'il est physiquement là et donc c'est très compliqué d'avoir une succursale en France, vous ne montrez pas de blanche, il y a c'est beaucoup plus difficile, c'est très difficile de s'implanter en France quand on est un courtier. Donc ça va te garantir ça va te garantir une espèce de sérieux, mais ça ne va pas te garantir que le courtier ne fera pas faillite, ça ne va pas te garantir que le courtier va pas va pas faire je ne sais quel comportement bizarre sur tes exécutions ou ça ne va pas te garantir ça, c'est certain. Mais ça va te garantir une protection. D'accord. Mais pour les sommes, c'est-à-dire c'est pas garanti par l'État. C'est-à-dire, par exemple, si
demain, je mets mon argent chez X courtier où je vois sur le site donc, que l'autorité française, voilà, il peut exercer en France, quel que soit en physique ou juste le passeport. Et demain, il y a un problème et je perds de l'argent. Est-ce que je peux me retourner vers l'État qui me rembourse la somme que j'avais? C'est comme si avec les banques, alors c'est pas la légende dit, mais on est à hauteur de 100 000, voilà, 100 000 par banque. Ça, c'est la régulation dans laquelle tu es qui te garantit ça. C'est-à-dire que si ton courtier il est physiquement à Chypre, je crois que tu es garanti à 30 000 euros. Si ton courtier, il est, nous par exemple, Luxembourg, c'est 100 000. Interactive Broker qui est en Irlande, c'est 20 000. Et ça, c'est en cas de faillite du courtier. En fait, dans la théorie, tu disais tout à l'heure les comptes ségrégés. Donc, quand tu déposes ton argent, il va dans un compte bancaire qui est le même que celui de tous les clients. Et ça, c'est séparé du compte bancaire du courtier où il l'utilise pour investir en marketing, payer ses salaires et tout ça. Si le courtier fait faillite, eh bien, ça veut dire qu'il n'a plus d'argent dans son compte bancaire à lui. Donc, il dépose le bilan et puis les fonds des clients sont dans l'autre compte bancaire. Et normalement, il le renvoie un peu à tout le monde. En théorie, tu es garanti à 100%. Tu as mis 1 million, le million est toujours là. Dans la pratique, rien reste sur le compte. C'est beau. Mais oui, voilà, il y a trop peu d'exemples en réalité en Europe pour démontrer ça, mais ça, c'est la théorie. Et la pratique, il faut partir du principe que dans la pratique, s'il n'y a plus rien dans aucune des caisses, tu as le régulateur qui va garantir une somme. Et cette garantie est différente selon le pays par lequel tu passes. Donc, Interactive Broker, 20 000, parce que c'est l'Irlande. Chypre, 30 000. Luxembourg, 100 000. 100 000 la France aussi, non? Je ne sais pas. Ok. Je pense que oui. Alors, vous ne faites pas que du CD, vous faites du futur aussi? Oui. Vous faites des options. On fait future options. Sur les futurs, on doit avoir ça doit être à peu près 50-50 le nombre de clients chez nous qui font des CFD et 50% qui font des futurs. D'accord. Peut-être 50% CFD, 40%, 45% futurs et 5-10% options. D'accord. En gros, c'est scindé de cette manière-là. Donc, les futurs, on les fait depuis très longtemps. On est un membre du CME, c'est-à-dire que quand on va sur le CME, sur le site du CME, ce que tu dis souvent, et c'est une bonne, c'est ce que j'allais dire, vous êtes sur CME Group, vous tapez CME dans Google, et là, vous avez le site du CME, donc la bourse officielle, et vous avez dans, si je ne dis pas de bêtises, Markets, quelque chose comme ça s'appelle Find a Broker. Oui. Et là, vous cliquez là-dessus, c'est un moteur qui va vous référencer les 360 ou 40 courtiers existants, et vous tapez WH Self Invest, et ils apparaissent. Donc, effectivement, ils sont réglementés sur cette bourse. Donc, du coup, puisqu'on parlait de cette réglementation, mon compte est garanti à 100 000 sur les CFD au Luxembourg, mais comme vous êtes aussi centralisé, régulé CME Group, est-ce que, par exemple, j'ai un compte CFD et j'ai un compte futur, et bien, ces deux comptes sont garantis, donc j'ai 100 000 et 100 000? Non, c'est par personne. D'accord, c'est par personne. Okay. Ouais, c'est par personne. Okay. D'où l'intérêt de se marier. Parce qu'on a une femme et du coup, elle peut avoir 100 000, nous aussi. Exactement. Voilà. Donc, on est pro-mariage chez les insiders. Voilà, on y arrive. C'était important de le dire. D'accord, mais revenons un petit peu plus sérieusement. Moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé quand on a échangé, puisque toi, tu vas donc de temps en temps. Alors, WH, déjà, c'est Luxembourg, mais ça veut dire que vous avez une grosse population aussi en Allemagne. Enfin, vous êtes représenté, c'est quoi vos pays? C'est d'abord l'Allemagne, après la France? C'est Europe de l'Ouest, donc principalement l'Allemagne. Ouais. Parce que les Allemands sont très, très traders. Un peu plus éduqués dans la bourse, un peu plus riches aussi. Ouais. Donc, il y a un plus grand business en Allemagne. Ça va être le numéro 1. Numéro 2, c'est la France. Numéro 3, ça doit être la Hollande. Ah ouais. Hollande... pays de traders d'options. Options, c'est ce qu'il y a à dire, c'est plus des options. Que des options, que des traders d'options. Donc, nous, on se concentre principalement sur l'Europe de l'Ouest, donc tout ce qui est Allemagne, Hollande, France. Il n'y a pas d'ambition particulière il n'y en a jamais eu vraiment pour aller, par exemple, vouloir s'installer, aller en Europe de l'Est ou aller en Afrique, en Asie. Je pense que les fondateurs qui sont maintenant un petit peu âgés, je crois qu'ils sont très bien là où ils sont et puis ça fonctionne très bien comme ça. C'est une société très familiale. Je pense qu'il y a 40 employés pour gérer tout ce business-là. D'accord. Ce qui
peut-être que ça vous dit rien, mais par exemple, moi qui ai travaillé pour d'autres brokers, des beaucoup plus gros, j'ai vraiment halluciné quand je suis arrivé dans la société le premier jour en disant « Ça, c'est toute la société ?» Je dis « Mais comment vous faites pour gérer tout ce business à si peu ?» Et vraiment, et en fait, c'est une boîte familiale, quoi. C'est une boîte familiale, un peu artisanale. Tout le monde fait un peu de tout. Ouais. Et le service, il est très bon. Ouais. Que des gens qualifiés. Ils ont tous 10, 15 ans, 20 ans de boîte. Ouais. Donc, grosse expérience. Vous avez eu un prix d'ailleurs en Allemagne. On a un prix. Alors, en Allemagne, il y a beaucoup de prix. Mais je pense que tous les ans, on doit avoir 3, 4 prix. Meilleur broker, meilleur service client souvent, meilleure plateforme, meilleur broker CFD, meilleur broker futur. Et alors, il y a un truc qui m'avait marqué parce qu'on en a discuté ensemble. Quand tu arrives là-bas, ce que tu as beaucoup aimé chez eux, c'est que tu arrives et en fait, les patrons font du trading. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont passionnés par le trading. Ah ouais, non, incroyable. Et quand on fouille un peu sur ce courtier, on sent qu'en fait, c'est l'amour du trading et des choses comme ça, parce que c'est vrai que vous proposez, ils ont développé leur propre plateforme, mais il y a aussi la possibilité de faire des programmations, des systèmes de trading et de les mettre à la disposition, gratuits ou payants, des autres membres de WH. C'est ça ? C'est exactement ça. En fait, c'est une plateforme qui s'appelle NanoTrader, qui est une plateforme qui a été rachetée il y a, je crois, en 2005, et qui est une plateforme ultra sophistiquée, notamment pour faire du trading automatique. Et en fait, le gros avantage de cette plateforme, c'est que tu peux créer n'importe quelle stratégie et l'automatiser sans programmer quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas du tout informaticien, je ne connais rien à la programmation. Je ne fais que du trading automatique parce que le truc est hyper simple. C'est simple parce que, selon moi, tu ne peux pas mieux faire qu'un robot. C'est-à-dire que quand on signale, quand tu as dit « bon, moi, je veux acheter quand il se passe ça », tu ne pourras pas mieux faire que le robot. C'est-à-dire que tu ne vas pas arriver avant lui. Il va le faire au moment où tu voudrais le faire. Donc, il vaut mieux le robot est patient, le robot gère ses risques, le robot n'a pas d'émotion, le robot n'a pas d'émotion. trader. Le robot est normalement un très bon trader. Et surtout, c'est une plateforme qui va surtout te donner la vérité que personne te dit, c'est est-ce que ton système auquel tu penses, il est rentable? Donc, c'est-à-dire que tu fais backtesting ou... Je fais que du backtesting. Moi, je teste plein de stratégies et avant de lancer quoi que ce soit, impossible que tu me parles d'une stratégie en disant « Ok, donne-moi la courbe de gain. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Moi, je vais faire tel instrument, telle unité de temps. » Et ce que je réalise, c'est que tu peux faire n'importe quelle stratégie. Tu n'en as aucune qui marche. Comme ça, par défaut, tu l'as en moi, take profit 20 points, stop loss 20 points. Je fais ça et tout ça. Mais moi, je te mets n'importe quel graphique, ça perd. Quasiment tout le temps, ça perd. Et donc, la leçon, c'est que c'est pas parce que c'est une mauvaise stratégie, parce qu'après, quand tu changes quelques réglages, parfois, la stratégie, c'est incroyable. Elle devient vraiment une vraie machine. Et vous avez un outil qui permet d'affiner les tests. C'est-à-dire que je mets une stratégie, je dis n'importe quoi, croisement de moyenne mobile, 10 et 20. Et j'achète quand ça croise ou je vends quand ça croise. Et je dis, tiens, est-ce que tu peux me trouver une stratégie avec les moyennes mobiles qui fonctionne? Et le logiciel va chercher, tiens, est-ce que 21 c'est mieux que 20, que 10, que 11, etc. Exactement. C'est le logiciel qui va te dire, c'est ce croisement-là qu'il faut utiliser. Tu ne peux pas trouver mieux sur cet instrument dans cette unité de temps. Mais surtout, là où elle va optimiser, parce qu'elle peut optimiser ça, elle peut optimiser aussi le money management. Et la performance change vraiment quand c'est le money management qui est optimisé. Ça, on peut le tester, je dis ça comme ça, on verra, gratuitement en mode démo. Bien sûr, oui. Ah oui, c'est gratuit. Mode démo, et si un jour ça marche... Après, il faut que tu t'abonnes à la plateforme pour pouvoir faire ça. D'accord. Mais en version gratuite, tu as l'équivalent donc, de la version payante en démo. Et donc, tu peux tester toutes les stratégies que tu veux. Nous, on a développé, parce que comme tu disais, on a des passionnés en interne de trading. Donc, ils cherchent toujours des stratégies qui proviennent de traders aux États-Unis, des Jesse Livermore, des trucs qui remontent à super longtemps. Et dès qu'ils trouvent un truc pertinent, hop, ils le codent sur la plateforme. Ils regardent si c'est bien, si ça marche bien. Et puis ensuite, ils l'offrent comme ça gratuitement à tout le monde. Et aujourd'hui, on a 90 stratégies automatiques qu'on a développées un peu en petite partie avec notre équipe de recherche de passionnés de trading. Ils cherchent toujours le bon moyen de faire de l'argent. Et puis, la grande partie qu'on a trouvé dans des livres de traders connus en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et il y a des choses qui sont hyper intéressantes à faire. C'est souvent très simple. Ce que je veux dire, c'est que ce qui marche le mieux, c'est quand c'est simple. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Moyen d'indicateur, mieux c'est. Typiquement, moi, quand je suis arrivé au tout début, débutant, c'est bon, celui qui débute, j'en voyais encore un ce matin, il dit, voilà, moi, c'est RSI stochastique MACD, tu vois. Il dit, voilà, et puis moyenne mobile, et puis un peu de bande de boulanger. Donc moi, je dis, regarde, je vais te montrer un backtest. Tu vois. Déjà, le backtest montre qu'il n'y a quasiment aucun trade, parce qu'il y a trop de croisements. filtres, il y a trop de choses. Ça. Donc, tu n'as jamais... et en fait, c'est pas parce que tu fais plus que c'est mieux. Tu vois, si tu fais juste un croisement de moyenne mobile qui te donne telle performance, c'est pas parce que tu as rajouté un RSI, ça va être mieux encore. Puis ça, un MACD, ça va être encore mieux. Et nous, on a l'impression que plus on en met, mieux c'est, plus c'est confirmé. Genre, tout le monde l'a confirmé, tout le monde a dit oui, on y va. En fait, ça arrive quasiment jamais que tout le monde dise en même temps. C'est comme dans la vie de tous les jours, pour que tout le monde se mette d'accord, même pour un barbecue, savoir ce qu'on va manger, c'est compliqué. Exactement. Voilà. Ouais. On en avait parlé avec Eddie une fois. Voilà. Mais parce qu'en fait, avec Macram, en fait, on travaille le carnet d'ordre. Macram a une stratégie un petit peu particulière de répétition. Et c'est vrai que c'est peut-être des choses, tu me dis si je me trompe, mais en fait, en faisant ta stratégie, toi, ce que tu as vu, c'est de travailler cette répétition. C'est que tu as commencé à travailler sur le marché et en voyant des répétitions, tu as commencé à rentrer dessus. C'est ça. C'est vraiment, alors du backtesting, peut-être pas si vraiment avancé avec des algos ou des logiciels qui vont vraiment traquer le passé, mais c'était vraiment, alors c'est du, comment on appelle ça, on appelle dans backtesting, et quand après on va passer à la deuxième étape après le backtesting, c'est la backtester en, il y a un mot je crois, c'est se lancer à l'eau. Je peux dire en live. Ouais, c'est ça, mais ouais, il y avait un mot technique, mais donc ouais, et moi je l'ai commencé vraiment, alors en live, mais en démo, et en fait c'est setup qui se répète à chaque fois. L'imbriquer avec des volumes, vraiment. Alors, c'est vraiment le style de support résistance, mais côté volume, pas le temps. Et puis après, je vois ça sur du moyen long terme, et ça fonctionne. Et puis à partir de là, on se dit, OK, c'est la stratégie. Plus j'avance, la base ne change pas, mais il y a toujours des petits updates. Franchement, par exemple, si acheter sur la VWAP, éviter parce que voilà, je me rends compte que ici je perds, etc. Donc, voilà, donc s'il a une stratégie comme ça, il peut l'apporter. Oui, et puis surtout que tu gagneras beaucoup de temps à ne pas la tester en live pendant 6 mois et te donner. Ça, c'est un gain de temps énorme. Tu le fais. Et moi, je te dis, en 10 minutes, je t'ai 10 ans d'historique. Oui, je te dis, voilà, ça marche pas sur les 10 années. Tu vois. Donc, on va vous mettre dans la description de la vidéo le téléphone portable personnel de Raphaël qui va beaucoup sonner. Moins de 10 minutes. Si vous avez des stratégies. Voilà. Et il est très, très ouvert. En 10 minutes, il vous fait tout. C'est génial. On est très content. Il y aura 3000 appels. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on en avait parlé avec Raphaël. Et c'est vrai que nous, moi, ça fait 25 ans que je suis sur les marchés, un peu plus même maintenant parce que voilà. Mais en fait, il y a des récurrences. Ouais. Et nous, à force de regarder les marchés, de regarder les carnets, de regarder les configurations, de regarder plein de choses, notre cerveau acquiert des réflexes. C'est quand on regarde dans un graphique, on se dit tiens, ça va monter, tiens, ça va descendre, ou tiens, ça va pas bouger, parce qu'on a déjà vu cette configuration des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Et on en avait parlé avec Raphaël. Et tu m'as dit que vous aviez même un service, un système où en fait les gens, vous avez isolé un certain nombre de stratégies. Et les gens peuvent tout simplement ouvrir un compte et en fait, c'est un robot qui va traiter ces stratégies. Oui. C'est ça ? Oui, c'est un service qui s'appelle Investui. Donc, il y a 27 ans, je remonte encore 27 ans en arrière, quand les deux, notre cher Pascal et Wouter ont créé la société, ils n'ont pas été bêtes, en plus de prendre la licence de courtage, donc pas market maker, ils ont pris aussi une licence pour faire de la gestion de fortune. Au cas où un jour, il y a besoin de faire de la gestion de fortune. De fortune, c'est important, c'est la fortune. Ouais, c'est le nom de gestion de fortune. Et donc, aujourd'hui, on a la possibilité de gérer l'argent de nos clients. Donc, tu nous confies ton argent, 10 000, 20 000, et nous, on peut investir sur les marchés. Ça, c'est de la gestion de fonds basique, ça peut être fait par une personne. Mais là, on a parlé d'un système automatisé. Exactement, mais nous, ce qu'on a décidé de faire pour cette partie de gestion, eh bien, on refuse déjà de faire de la gestion humaine, c'est-à-dire quelqu'un va trader sur le compte en fonction de ses émotions, son instinct, sa stratégie, tout ça. On a voulu tout automatiser, c'est-à-dire que tous les clients ont la même stratégie, on achète la même chose au même moment pour tout le monde. Et donc, ça a donné lieu à un service qui s'appelle Investui. Et donc, la stratégie derrière Investui, donc c'est une histoire où on a rencontré des gens en Allemagne qui nous ont parlé de ce qu'on appelle des effets de marché ou des anomalies de marché.
Et donc, c'est des événements qui se répètent très régulièrement. Alors, je te coupe. Dans la description de cette vidéo, si vous regardez bien la description de la vidéo, on vous mettra un lien vers Investui. Parce que je vois déjà des gens qui doivent être en train de lire comment ça s'écrit avec un T, 2T, 3T, etc. Donc, on mettra un lien direct et vous verrez comme ça pour aller sur le service. Investui. Alors, donc, on continue. Donc, Investui sont des gens qui nous ont parlé donc, d'anomalies de marché, donc des événements qui se répètent très régulièrement. Et en fait, on connaît tous en fait des événements qui se répètent tout le temps. On a tous entendu qu'on est un peu dans le monde du trading, on a tous entendu parler de l'effet d'Halloween, de l'effet Sell in May and Go Away, de l'effet des soldes, de je ne sais quoi. En fait, il y a plein d'effets comme ça. Un autre qui est assez connu, dont je parle souvent, c'est l'hiver, il fait froid. Oui. Et quand il fait froid, on a besoin de se chauffer. Et donc, pour se chauffer, il y en a qui utilisent chauffage électrique et d'autres le gaz. Tout à fait. Et donc, quand tu regardes le prix du gaz, il augmente toujours avant l'hiver. Juste avant l'hiver, ça commence. Ça, c'est un effet de marché. Mais le problème, c'est que tous les effets de marché comme ça, ils sont pas, on peut pas vraiment les manipuler, pas les manipuler, mais on peut pas vraiment les optimiser, les modéliser, les trader, parce que pour reprendre cet exemple, l'hiver, en fait, l'hiver, il est un jour précis de l'année. Mais il ne fait pas froid un jour précis de l'année. Bien sûr. Donc, le gaz, il augmente à un moment, c'est très variable. Et puis, ça dépend pas que de ça, ça dépend aussi de la production. Enfin bref, donc c'est très compliqué de convertir cet effet de marché en trading. Mais des effets comme ça, il en existe 100. Et il y a plein de scientifiques, d'économistes qui ont fait des études sur des anomalies de marché. Et nous, Self-Invest, on a étudié plein d'anomalies. On a étudié les études qui ont été faites par des économistes et on a retenu 4 anomalies. Parmi elles, il y en a une qui est sur le S&P 500 parce que c'est ton produit. Moi, j'ai pensé à une autre. L'or, par exemple. On en a parlé pendant la Ligue des traders. Oui. Et tu nous l'as dit à la fin de la Ligue des traders en nous disant le jeudi après-midi, il faut acheter l'or parce que ça monte le jeudi après-midi, le vendredi. Exactement. Et donc, j'aurais dû commencer par acheter l'or à la Ligue des traders et j'aurais fait encore un meilleur score. Oui, tu aurais été doublement premier. Et moi, j'aime bien le S&P 500 parce que... Qu'est-ce que tu as comme répétition sur le S&P alors 90% de la hausse du S&P 500 se fait seulement sur 10 jours. 10 jours dans un mois. Dans un mois. D'accord. Les 5 derniers jours du mois et les 5 jours du mois d'après. 5 premiers jours du mois d'après. OK. OK. Donc du 25 au 30 et du 30 au 5, quoi. OK. C'est quasiment, j'ai dit 90% de la hausse. Si tu enlèves ces jours, le S&P, il fait ça. D'accord. Il est latéral. Et en fait, ces données, elles remontent sur combien d'années? Parce que vous regardez depuis ça, 1900, depuis que ça existe. Okay, Donc vous avez data, ça c'est bien. Ouais. Mais c'est pas nous qui avons fait ces recherches. Et tu tapes n'importe quel, tu tapes sur Google, tu tapes. Généralement, les études elles ont été faites en anglais, mais tu tapes anomalie de marché S&P 500, tu verras toutes les études, tu verras vraiment les études des chercheurs. Nous, on n'a rien inventé, mais c'est juste qu'on a retenu ça parce que c'était ultra pertinent et surtout, c'était facile à convertir en trading. Le truc, il est simple, c'est que le 5e jour avant la fin du mois, on achète le S&P puis on le revend le 4e jour. Je sens qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça dans les prochains mois. Mais en fait, c'est un ensemble de 4 stratégies. Ce qui fait que si il y en a une qui fonctionne pas, entre guillemets, parce que il y a aucune certitude sur les marchés financiers, c'est que les 3 autres, en fait, vont compenser. Voilà, parce exactement. que quand vous avez fait votre recherche, vous avez vu des répétitions par stratégie, mais le fait de mettre ces 4 stratégies ensemble, ça augmente la probabilité de cet ensemble, de ce panier. Tu as un meilleur rendement risque, en fait. Ça te lisse beaucoup mieux la performance. D'ailleurs, sur notre site, on a hyper bien dévoilé tu vois les courbes de chaque stratégie qui sont quand même assez volatiles. Et quand tu mets les 4 les unes avec les autres, c'est beaucoup plus lisse. Ok, ça lisse vraiment, d'accord. Ça lisse vraiment les choses. Donc, c'est rassurant beaucoup pour les mieux. investisseurs. Donc, quand il faut faire d'Investui, tu peux le faire toi-même. Par exemple, toi, tu achètes tout seul le gold, ça, c'est très bien. Mais c'est inefficace parce qu'il faut vraiment les 4 en même temps. Il faut vraiment les 4. Par exemple, Ray Dalio, que les gens connaissent assez bien, il a une stratégie qu'on appelle 4 saisons, en tout cas saisonnelle. Et en fait, il prend un pourcentage bien particulier dans son fonds d'or
d'actions, etc. Et quand il y en a un qui commence à dépasser les autres, il va revendre pour acheter les autres. C'est-à-dire qu'il est toujours dans la même proportion, pourcentage de son fonds. Et du coup, ça, depuis 30 ans, c'est une des meilleures performances. Alors, ça fait 9 ou 10% par an, mais depuis 30 ans, c'est-à-dire avec les cracks qui sont passés. Et en fait, c'est cet équilibre qui fait qu'il y a de la performance. Quand il y en a qui vont plus, l'autre... Exactement. Donc, en fait, c'est ça que... C'est cette combinaison des... OK. Et donc là, on arrive sur Investu. Et comment ça se passe ? En gros, tu ouvres ton compte, tu mets l'argent que tu veux et ensuite, c'est nous qui nous occupons de tout parce qu'on fait un mandat de gestion. D'accord. Où donc tu nous laisses la main et c'est nous qui achetons, vendons les positions pour toi. Et toi, tu reçois chaque jour un relevé avec l'état de ton compte, comment ton compte il évolue. C'est pas genre à la fin de l'année où on t'envoie le résultat, c'est tous les jours tu vois le... Et en plus, tu sais très bien ce qu'on va faire. Il n'y a rien de secret parce que tu peux le faire toi-même, mais il faut que tu te prennes la tête à le faire, à donner une alerte pour l'acheter. Bon, là, c'est mieux parce que tu le fais toi-même. Ça coûte au mieux 8%, mais ce n'est pas de 8% sur ton capital, c'est 8% sur tes gains. Donc, si à la fin de l'année, tu as gagné 1 000 €, on va te prendre 80 € de frais de performance. C'est tout ce que va te coûter ce service. Alors que tu fais sur le futur, tu n'es pas obligé. Si tu le fais sur les futurs, tu n'es pas obligé de payer l'abonnement au CME, par exemple, ou à l'Eurex, parce qu'on travaille sur le DAX. Donc, tu as tout ça en moins à ne pas payer. C'est fait 400 € par an. Ce qui est beaucoup. Donc, tu ne payes pas ça et tu payes que des 8% sur les performances, pas sur le capital. Et donc, la grande question. Je l'attends. Bah ouais, tu l'attends, j'espère que tu vas nous la donner. Quelle est la performance annualisée de... On perd tous les ans. Et sur combien d'années? Alors ça, on va couper. On va même pas couper ça, on va vous le laisser. Non, la vérité, parce qu'on aime bien rigoler. En moyenne, on fait 13% par an net. 13% par an net depuis combien de temps du coup? Depuis 27 ans Non, on a lancé ça en 2020. 2020, ok. Donc depuis 5 ans. On a fait 5 ans. 4 années gagnantes, 1 année perdante. Et en moyenne, ça fait 13%. Et par contre, vous allez backtester sur combien d'années avant? On l'a backtesté depuis 2000, je pense qu'on est remonté à 2009. 2009, ok. Donc d'ici à 2009, on a quand même 2 crises. Parce qu'on a, on a le Covid, on a 2022, hyperinflation. Donc 2020-2022. Puis on a la guerre en Ukraine. Et puis la guerre en Ukraine, 3, c'est vrai. C'est l'année où on a perdu. D'accord. Mais mais après, quand il n'y avait rien à gagner, je pense. Tu dis c'est l'année où on a perdu, en fait, la perte, elle est de combien? Elle est de 30%. D'accord. 30%, Sachant que le S&P, il est perdu 25 ou 27, je crois. Mais, et du coup, les belles années, ça fait des grosses années. Oui, ça fait, on a fait, je crois, 37% il y a 2 ans, on a fait 16% l'année dernière. Oui, globalement, on fait du 13%, ce qui est supérieur aux meilleurs ETF, genre le S&P ou le MSCI qui fait 10%. Donc, alors attention, après, c'est risqué. Ça reste du risque, il n'y a rien de garanti. C'est pas parce qu'on a fait de belles années qu'elles seront toujours comme ça. Cette année, peut-être que ça va être une mauvaise année. Mais nous, on a constaté que ça marchait. C'est très difficile de trouver une stratégie de trading qui marche comme ça à long terme, parce que sinon, tu fais de l'achat ETF et puis t'attends. Tu peux faire ça. Mais là, c'est une stratégie qui a un intérêt parce que c'est diversifié et que tu es très peu souvent sur le marché. C'est-à-dire que ton argent est rarement sur le marché. Donc, nous, quand on prend des positions, les effets de marché durent 24 heures généralement. D'accord. Donc, l'or, c'est 24 heures. Tu as 2 effets de marché qui font 24 heures, un qui fait 12 heures et un autre qui fait 9 jours. Le S&P, c'est ça, qui fait 10 jours. Donc, la plupart du temps, tu n'es pas t'es pas exposé. Donc, si Trump, par exemple, cette année, dit la nuit, on va faire telle chose ou telle chose, le marché, il s'effondre de 20%. C'est rare que tu sois sur le marché. Donc, toi, tu es à peu près. Et par contre, quelle que soit la direction du marché, vous rentrez dessus. Vous appliquez la stratégie, peu importe. Oui, parce que c'est une stratégie qui a été éprouvée dans plein de conditions de marché. Parce que nous, on a fait un backtest qui nous a donné ce résultat, mais cet effet de marché, il a été prouvé depuis la création, par exemple, du S&P 500. Okay. Donc, ça remonte à très, très loin, et donc ça a été vraiment éprouvé, et je pense que tous les 2-3 ans, tu as des chercheurs qui continuent de regarder si c'est un effet qui est toujours pertinent encore aujourd'hui. Et ça a traversé les époques et c'est toujours pertinent. En fait, il y a plein de choses qui existent, qui expliquent ça. Le S&P 500, c'est
c'est la fin du mois. La fin du mois, les gens sont payés, donc souvent ils consomment. Ouais. Le S&P 500, à la fin du mois, parfois, il change les sociétés. Donc, tu enlèves la mauvaise société, tu prends une bonne société. Donc, Ça booste. tu as un boost du S&P 500. Pour l'or, c'est pour se prémunir du risque du week-end. Donc, les gens en convertissent leurs dollars, leurs euros, leurs yens, ils mettent un peu d'or au cas où il y a une guerre pendant le week-end. Tu as toujours une raison, c'est pas juste ils ont fait des statistiques, ils ont vu ça, c'est qu'il y a une raison un peu fondamentale derrière, mais il y a surtout une vraie étude scientifique derrière qui prouve cet effet-là. Voilà. Donc, ça marche. Je te remercie beaucoup, Raphaël. Avec plaisir. C'était très intéressant de voir un peu la partie automatisée du trading aussi. C'est vrai qu'on aime bien travailler les récurrences aussi. Ça, c'est bien. Chez nous. Avec plaisir pour essayer ta stratégie. Oui. On va voir si on peut la programmer. En tout cas, vous aurez tout dans la description de la vidéo, un lien vers Investui, et puis regardez un petit peu tout ça. C'est vrai que les récurrences, ça nous apporte, nous, en trading, de très, très belles choses. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Merci en tout cas pour tout ça. Merci. Et puis on recommencera à t'inviter parce qu'il y a plein de sujets à traiter sur la finance. Ah oui. C'est toujours un plaisir. À très bientôt. Merci à tous.